Chaque nouveau matin est une page blanche de votre histoire. À vous d'y écrire les plus belles choses. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre matinale. Un plaisir de vous retrouver pour notre randonnée habituelle. Au menu ce matin, on s'intéresse à la montée de l'engagement politique au sein de la jeunesse. Des mouvements se multiplient et ces jeunes veulent peser sur l'avenir du Bénin. Qu'est-ce qui motive cet élan? On en parle dans cette émission. Le mois de décembre annonce les fêtes. Noël, c'est dans quelques jours déjà. Et nous vous emmenons à la découverte d'un événement dédié, Noël dans la Cité, une initiative qui promet animation et certainement bien plus. Patrick Djossou nous le dira. On parle également du financement du projet des femmes, beaucoup d'innovation et d'énergie du côté des entrepreneurs, mais en matière de financement, quelques progrès ont été faits pour leur permettre de mieux accomplir leurs projets. Restez avec nous pour le savoir, mais avant tout, c'est d'abord le bulletin d'information qui plante le décor. J'ai envie de dire génial. Afouda Monsi-Agboka est déjà dans ce studio pour nous présenter le 7 heures. Le bulletin, c'est tout de suite, juste après ceci. Ravi de vous retrouver en ce début de journée. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. La vie reprend peu à peu son cours au Bénin. Après la tentative de déstabilisation, Cotonou retrouve son ambiance habituelle. Circulation prudente, force de sécurité toujours visible, population encore marquée mais résiliente. En somme, une reprise progressive. Quelques citoyens rencontrés dans les rues de la capitale économique se prononcent. Ils sont au micro de Scientiche Quimpon et Macléode Adam Oussoli. On veut nos autorités jouer leur rôle d'autorité. Et ça nous a rassurés, ça nous a donné confiance. La belle preuve aujourd'hui, vous voyez les Béninois vaquer librement à leurs activités. Et dans les débats, quand on entend les gens parler, ils sont contents de ce que l'armée et le chef de l'État, en sa tête, ont pu faire repousser les mutins. Hier, les voies avaient été barrées, vu que je pense que c'était ici, c'était cette zone qui était le théâtre du coup d'État. Donc, les policiers avaient sécurisé toute la zone. Pas qu'ici, d'ailleurs, un peu partout, il y avait plusieurs zones qui étaient fermées. Et la circulation ne passait pas. J'ai des amis, par exemple, qui devaient normalement partir au truc de Guinness World Record qui est au Palais des Congrès hier. Ils n'ont pas pu car ils ont affirmé que les chemins étaient, les voies étaient barrées. Mais bon, comparativement aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de circulation et les véhicules circulent, ce qui prouve que vraiment la situation est revenue à la normale et puis il n'y a plus rien de grave au pays actuellement. Nous devons saluer les forces de sécurité qui ont fait un travail remarquable. À chaque kilomètre près, nous voyons des postes de contrôle, des policiers qui sont là, qui régulent la situation. Franchement, chapeau, je pense que nous avons une armée sur laquelle nous pouvons compter. La circulation elle est vraiment redevenue à la normale, contrairement à ce que nous avons constaté hier. Je devais même me rendre à la place de l'Amazone, soutenir notre chef, quel est son nom exactement, pour son Guinness Record. Mais malheureusement, je n'ai pas pu. Je pense pouvoir y aller tout à l'heure pour voir comment ça se passe là-bas. Vraiment, j'ai eu peur. Je n'ai pas pu sortir hier. J'étais resté à la maison jusqu'à aujourd'hui. Hier, à 20h, j'ai vu mon père sortant et nous donner le courage qu'il n'y a pas de problème, que tout le monde peut sortir pour aller faire ses petits jobs. Donc, c'est en ce moment-là que je suis un peu ravi. Normal, j'ai circulé tous les endroits. Les belles œuvres dans Cotonou, dans Ouidah, Porto-Novo, Abomey, Parakou, le pays avance. Et on veut être dans cette dynamique-là. Je salue le professionnalisme du SRTV et de son équipage aussi, parce que vous avez fait preuve de professionnalisme hier. Et après le retour à la normale, place aux réactions politiques. Elles sont nombreuses, mais je vous invite à suivre d'abord celle de l'Union progressiste Le Renouveau, une déclaration faite depuis le siège du parti à Guégamé. La direction exécutive nationale, avec les députés, condamne avec la plus grande fermeté toute velléité de déstabilisation des institutions nationales, rappelant son attachement absolu à la légalité constitutionnelle, à l'ordre républicain et à la continuité de l'État.
regrette profondément que plus de 50 ans après les événements de 1972, certains esprits puissent encore envisager un recul institutionnel et démocratique, attitude contraire aux ambitions élevées de notre nation et à la vision collective d'un pays résolument engagé sur la voie du progrès et de la stabilité. Salue la vigilance, la promptitude et le professionnalisme des autorités compétentes dont l'action efficace a permis de neutraliser cette initiative isolée sans affecter l'honorabilité et la loyauté majoritaire des forces de défense et de sécurité. Adresse ses vives félicitations au chef de l'État, chef suprême des armées, pour son leadership éclairé, son sens de l'anticipation et sa hauteur d'État, lesquels ont permis de préserver la sérénité nationale et de garantir la continuité de l'ordre public dans le strict respect des institutions. Dans un communiqué, Moël Bénin condamne aussi avec fermeté la tentative de coup d'État du 7 décembre dernier. Le parti dénonce une attaque contre les institutions et salue la réaction rapide et professionnelle des forces armées béninoises. La substance de ce message avec Victorine Bandé. Le parti Moël Bénin exprime sa profonde indignation et sa condamnation la plus ferme à la suite de la tentative de coup d'État perpétrée ce dimanche 7 décembre 2025 à Cotonou. Cette entreprise criminelle, dirigée contre les institutions démocratiques de notre pays, constitue une attaque inacceptable contre la stabilité nationale, l'état de droit et la volonté souveraine du peuple béninois. Moël Bénin rappelle que la démocratie n'est pas négociable et que nul ne saurait par la violence ou la subversion remettre en cause les acquis républicains chèrement construits depuis plusieurs décennies. Nous appelons l'ensemble des citoyens à demeurer vigilants, unis et résolument attachés aux valeurs de paix, de liberté et de cohésion nationale. Le parti salue avec une grande fierté la posture républicaine, le professionnalisme et la promptitude des forces armées béninoises qui ont su déjouer cette tentative de déstabilisation avec sang-froid et efficacité. En agissant avec loyauté et détermination, nos forces de défense ont une fois de plus démontré leur engagement indéfectible à protéger la nation, ses institutions et ses populations. Fait à Cotonou le 7 décembre 2025. A signé ce communiqué Jacques O.H.S. Ayadji, le président du parti Moël Bénin. Autre réaction, celle du parti Les Démocrates qui condamne aussi la tentative de coup d'État. Dans sa déclaration, le parti appelle à l'ouverture d'un dialogue national afin de renforcer la cohésion et prévenir de nouvelles dérives. Ce dimanche 7 décembre 2025, nos compatriotes ont suivi une déclaration lue sur les antennes de la SRTB par un groupe d'hommes en uniforme et en armes signalant la dissolution des institutions étatiques, la dissolution des partis politiques et des activités politiques en proclamant une prise du pouvoir d'État par les armes. Le parti Les Démocrates, attaché aux valeurs démocratiques pures, rejette toute prise de pouvoir par les armes et condamne avec la dernière rigueur ces actes qui n'honorent pas notre pays. Le parti salue le rétablissement de l'ordre par nos forces de défense et de sécurité et le retour à la quiétude en cette période délicate pour la nation tout entière. Le parti Les Démocrates compatit à la douleur de tous ceux et celles qui ont subi des préjudices dus à cette situation regrettable. Cet événement ignoble et dramatique indique une fois encore la nécessité pour tous les acteurs politiques de notre pays de privilégier le dialogue comme moyen de solution à tout ce qui nous oppose. Le parti Les Démocrates reste attaché indéniablement aux valeurs républicaines et à la paix. C'est le lieu pour nous d'appeler à une normalisation immédiate et durable de la situation pour le bonheur de tout le peuple.
Et pendant que la classe politique s'exprime, une autre voix très attendue a également pris la parole. Face à la tentative de putsch de ce dimanche, la réprobation sans équivoque de l'ancien président Soglo, le premier chef de l'État de l'ère démocratique et pilier de la vie politique nationale, a exprimé une condamnation sans ambiguïté à la suite de cette tentative de déstabilisation des institutions républicaines. Écoutons un extrait de sa déclaration. Je condamne fermement cette attaque ignoble et salue le courage et la détermination dont ont fait preuve le président de la République et les forces de défense et de sécurité dans la gestion de cette situation, surtout qu'il n'est pas candidat à un troisième mandat. En cette circonstance, j'exprime ma proximité au président et le félicite pour avoir su coordonner avec le commandement militaire les opérations qui ont permis de montrer une fois de plus la solidité de notre pays face à cette épreuve. Aucun projet politique ne peut justifier la violence, encore moins le sacrifice de vies innocentes. Dans ces heures tragiques, j'en appelle au sursaut patriotique, à l'apaisement et à l'unité, afin que notre nation continue d'avancer sur le chemin de la paix, du progrès et de la démocratie. J'appelle le peuple béninois au calme et à la paix. J'invite les Béninoises et Béninois à apporter leur adhésion ainsi que leur soutien au président Talon et à son gouvernement pour la poursuite de l'œuvre de modernisation et de construction du développement économique et social durable du Bénin. En ces moments de douleur et d'épreuve, je tiens à exprimer ma compassion la plus sincère aux familles éplorées. Que la mémoire de leurs proches disparus demeure à jamais une source d'inspiration, de force et d'unité pour notre nation. Vous les avez vus, ces images ont tourné en boucle. C'est à la télévision nationale que les mutés ont tenté de diffuser leur message. Au lendemain de ces moments de panique, une délégation de la HAC conduite par son président est venue témoigner son soutien aux agents de la SRTB. Lénaïka Gbazaou et Castel Mirinton nous en disent plus. Calme et sérénité retrouvés ici dans les locaux de la SRTB au lendemain du coup d'État déjoué. Le personnel audiovisuel reçoit la visite du président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication qui est venu s'enquérir de l'évolution de la situation et apporter son soutien moral aux journalistes et techniciens qui, il faut le dire, ont vécu des heures chaudes dans la journée du 7 décembre. J'entends encore tentative. Cela a bien dépassé le stade de la tentative cette fois-ci. Ce fut vraiment un coup d'État déjoué, mise en échec. Je tenais à venir vous dire toute la sollicitude de votre institution constitutionnelle. C'est pour ça que nous sommes venus. Et je sais qu'il y a eu du traumatisme, parce que nous avons vu quelques images. Je profite pour rappeler que le domaine que nous nous régissons est un domaine extrêmement important et stratégique, c'est-à-dire la presse. Vous savez, le coup d'État a eu lieu ici. Je peux dire que c'est ici, c'est sûr ici que les putschistes comptaient pour réussir. Vous voyez l'importance des médias. C'est pour ça que nous avons souvent travaillé à ce que le message des oiseaux qui appellent la pluie, que ça ne passe pas. Et que, je voudrais le dire aujourd'hui solennellement, au-delà de toutes les règles de déontologie, de tout ce qu'on veut, nous allons exiger du patriotisme. J'ai vu le traitement qui est fait aujourd'hui, j'ai fait ma petite revue de presse, ça va, les médias traditionnels, ça va. Seulement, j'ai vu un ou deux qui n'ont même pas mentionné. Je le redis, nous exigerons du patriotisme des médias désormais. Remonter donc le moral à la troupe, évacuer le stress et le traumatisme, tel est l'objectif. Les dispositifs sécuritaires sont corsés, journalistes et techniciens vaquent normalement à leurs occupations.
Ce bulletin se poursuit à quelques mois de la présidentielle du 12 avril. La scène politique continue d'enregistrer des mouvements de soutien. À travers une déclaration rendue publique ce samedi, les inspecteurs des enseignements du second degré ont exprimé leur soutien à la vice-présidente de la République, Mariam Tchabi Talatazime et Scientifique Kinkpon Egoayoso. Discrète, déterminée, Mariam Tchabi Talata s'est imposée par son sens du devoir, sa rigueur académique et son engagement constant pour l'éducation. Ce profil, à la fois intellectuel et pragmatique, lui vaut aujourd'hui un soutien de taille. Les inspecteurs des enseignements du second degré lui témoignent publiquement leur appui dans la course à la vice-présidence pour la prochaine élection présidentielle. Au cours du mandat du chef de l'État, Son Excellence M. Patrice Talon, Madame la vice-présidente de la République a incarné les valeurs qui font la fierté de tout un peuple, à savoir le professionnalisme, la cohérence, l'attachement aux valeurs béninoises, notamment l'art vestimentaire, la défense de l'intérêt national. Nous pourrions alors, sans risque de nous tromper, affirmer que nous avons fait le bon choix. Madame la vice-présidente, au-delà de notre soutien, nous avons besoin de leaders capables de prendre des décisions courageuses et de nous conduire vers un avenir meilleur. Les voilà depuis 10 ans. Les voici maintenant pour la continuité de la dynamique pour l'avenir radieux de la République. Avec ce ralliement d'un corps aussi stratégique que celui des inspecteurs, la vice-présidente Mariam Tchabi Talata engrange un appui de poids. Instant découverte des marchés du jour, c'est maintenant. On y est, clap de fin pour aujourd'hui. Rendez-vous demain. Jennifer Sachivi, c'est à vous. Merci également. Merci beaucoup. Génial. Afouda Monsiagboka. On se retrouve demain toujours avec le même plaisir. Mesdames, Messieurs, on poursuit la matinale. Place à présent à événements à la une. Noël avant l'heure dans ce studio. Je vous l'annonçais, nous avons une activité, un événement qui parle de Noël que nous allons vous faire découvrir. Noël dans la cité, c'est bien cela. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Jennifer Sachivi. Comment allez-vous, Jenny Assier?
Jenny Assier, oui. Alors, aujourd'hui... Jenny Assier, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Plaisir partagé. Alors, on y va tout de suite. On parle d'un événement relatif à la fête de Noël. Oui, un événement relatif à la fête de Noël. Vous savez, la Noël, c'est dans 17 jours. Disons le 24, le 25, c'est dans 17 jours. Mais dans 15 jours, il y a un événement spécial. Nous allons parler de cet événement. Mais avant, je voudrais bien qu'on plante le décor avec ce qui suit. On sent déjà la magie de Noël, voilà. La fièvre de Noël sur ce plateau. Oui, la magie de Noël est chanson culte. Vraiment. Alors, Tino Rossi est parti, mais la chanson continue. Et la chanson continue, Noël continue. Et pour pouvoir planter Noël dans les cœurs déjà à partir d'aujourd'hui, nous recevons Yvon Zounon. Yvon Zounon, c'est le promoteur de Noël dans la Cité. Noël dans la Cité va commencer dans 15 jours. Et dans 15 jours, Noël dans la Cité, ce sera la 15e édition. Donc, les chiffres, 15 et 15. 15 et 15. Yvon Zounon, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, c'est dans 15 jours, Noël dans la Cité. Pourquoi Noël dans la Cité? Qu'est-ce qui a poussé à installer Noël dans la Cité? Ça fait 15 ans déjà. Oui, ça fait 15 ans, effectivement. Et l'aventure a commencé depuis 2010. Oui. Et ça a commencé par une passion de voir des enfants qui sont en situation de ne pas pouvoir bénéficier de la chaleur de Noël. Et ces enfants sont, par exemple, des enfants qui sont délaissés pour compte, les enfants surtout handicapés, oui. Les enfants qui n'ont pas un foyer, Donc, nous avons entrepris de faire cet événement chaque année afin de donner la chaleur et la magie de Noël à tous ces enfants. Et depuis 2010, nous avons commencé et nous n'avons pas arrêté jusqu'à présent. Oui, et jusqu'à présent, ça continue. Et alors, cette année, il y a un cachet spécial parce que vous avez décidé de faire une journée entière consacrée à beaucoup d'activités. Est-ce qu'on peut avoir la déclinaison de ces activités? Oui, une journée toute entière pour ces activités. Et la journée, c'est dans 15 jours. Exactement. Dans 15 jours, au centre Wallodens à Calavi. Oui. Et le centre Wallodens, c'est un centre de danse où on apprend à danser. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est juste devant la pharmacie Zundia. Oui. Donc voilà. Donc c'est un espace réservé pour accueillir l'événement. Et pour cet événement, nous accueillons par exemple le Centre de promotion sociale des aveugles qui vont compétir contre l'école primaire publique primaire privée plutôt, Divine SOC et de Calavi. Oui. C'est une école normale et les enfants du Centre de promotion sociale, eux, ne voient pas. Ils vont compétir contre ces écoles dans les jeux génie en herbe. D'accord. Par exemple. Donc des malvoyants ou des non-voyants contre des voyants. Contre des voyants dans les jeux génie en herbe. Il a par exemple aussi des concours Miss et Mister où nous avons sélectionné une candidate voyante, une candidate malvoyante et une candidate sourde-muette. Une candidate voyante de l'école Divine SOC, de l'école bilingue et Divine SOC de Calavi, une candidate malvoyante du Centre de promotion sociale des aveugles de Segbeya et une candidate sourde-muette du Centre pour la promotion des initiatives sourds-muets d'Agla. Donc voilà. Et de même qu'il y a des candidates pour les filles, il y a également des candidats pour les garçons. D'accord. Donc tout ceci. Miss et puis il y a Mister. Voilà. D'accord. Donc toutes ces activités permettent de faire la promotion des droits des enfants et de permettre surtout l'inclusion des enfants. Parce que il y a des enfants qui n'ont jamais peut-être vu un enfant aveugle de leur vie. Des enfants qui n'ont jamais vu un enfant sourd-muet. Et quand ils voient ces enfants, ils sont étonnés. Mais quand on leur fait des répétitions pendant les périodes de préparation de la fête, on leur fait des répétitions ensemble, ils arrivent à se côtoyer ensemble, ils arrivent à s'accepter l'un l'autre et à
et à s'inclure l'un l'autre. Donc voilà l'objectif, faire la promotion des droits des enfants. Tous les enfants, où ils sont, ont les mêmes droits et doivent être considérés de la même manière. Oui, pour éviter qu'il y ait des rejets, qu'il y ait un genre de déni par rapport à l'autre, qu'on puisse se retrouver en situation où tout le monde puisse s'accepter, la tolérance. Voilà, l'handicap ne doit pas être un frein pour le développement de l'enfant. Oui. Et quel que soit son handicap, l'enfant doit être accepté de la même manière et tout le monde doit l'accepter. L'État et sa famille et son entourage doivent pouvoir l'accepter de la même manière et faire sa promotion pour son développement et pour son mieux-être aussi. Voilà. Oui. Alors, quand vous le faites, est-ce que la stigmatisation, vous avez senti que ça a baissé au niveau des enfants? Parce que ça fait quand même la 15e année, 15 ans. Est-ce que en travaillant avec ces enfants malvoyants ou non-voyants, malentendants ou non-entendants, vous avez senti que les autres ont pu les accepter? Est-ce que la stigmatisation semble avoir baissé? Totalement, la stigmatisation baisse. Parce que chaque fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand un enfant malvoyant voit un enfant malvoyant, par exemple, il a peur. Il commence par s'écarter. Mais à force de travailler, de répondre aux questions génie en herbe ensemble, de faire des pas de Miss, des pas d'autres activités ludiques et récréatives ensemble, ils commencent par s'accepter l'un l'autre et commencent par côtoyer ensemble. D'accord. Voilà. Donc, voilà quelque chose à encourager, Jenny. Absolument. Super. Voilà. Encourager les enfants à accepter les autres, qu'ils soient avec handicap ou pas. C'est très important. C'est vrai qu'on nous dit que Noël est à connotation festive. Pourquoi spécialement cette période? Pourquoi cette fête particulièrement? Parce que ça concerne les enfants peut-être? Oui, ça concerne les enfants. Au sein de notre ONG Joie dans la Cité, on a beaucoup d'événements. D'accord. Mais cette période, c'est particulièrement pour les enfants. Et au sein de notre organisation, nous aimons particulièrement aussi les enfants. Donc c'est pour ça. Et c'est notre premier événement. C'est à cause de cet événement Noël dans la Cité que nous avons pu créer notre ONG il y a 15 ans de cela. Ah oui. Donc voilà. C'est l'événement qui lance en quelque sorte. Voilà, c'est une passion pour nous de le faire. Même si nous n'avons pas les moyens de le faire, nous accrochons et nous tenons bon, par la grâce de Dieu. Oui, en parlant de moyens, comment vous arrivez à vous en sortir? Est-ce qu'il y a, bon, excusez-moi l'expression, est-ce que vous faites un genre de quête aux alentours? On dit souvent que rien de grand ne se fait sans passion. Oui, donc c'est la passion simplement qui nous guide. Si nous allons nous tenir aux moyens financiers, nous n'allons jamais rien faire, nous ne ferons rien. C'est pour vous dire que nous manquons cruellement de moyens financiers pour pouvoir faire cet événement. Oui. Et cet événement même qui se tient dans 15 jours, le budget n'est pas encore bouclé jusqu'à présent. Et nous tendons toujours la main aux bonnes volontés qui peuvent nous aider à atteindre cet objectif. Oui, donc lancez votre appel alors, un appel aux bonnes volontés, un appel, et pourquoi pas au ministère de la Famille, au ministère des Affaires sociales? Oui, et nous sommes déjà en partenariat avec le ministère des Affaires sociales. Super, ça c'est et ils nous accompagnent techniquement. Alors, je lance un appel à toutes les bonnes volontés qui peuvent nous soutenir dans cet événement. Oui. Vous pouvez nous contacter au 64. Non, on ne donne pas les numéros, sincèrement parlant. Donc voilà. Donc contactez simplement la page l'ONG Joie dans la Cité pour pouvoir nous soutenir. Oui. Et tout ce que vous pouvez nous apporter comme aide, nous serons partants pour l'apporter. Voilà. Mais au-delà quand même, je dirais, vous avez parlé tout à l'heure de la stigmatisation qui a baissé, mais est-ce qu'au niveau des enfants qui participent, que ce soit les enfants en situation bien portant ou non, est-ce que vous sentez une certaine satisfaction, un certain, je dirais, rendement meilleur dans tel ou tel domaine peut-être? Bien sûr que oui, puisque tout ce que nous faisons, c'est les amener à apprendre d'autres
avoir plus d'autres connaissances. Parce qu'on ne fait pas des jeux pour faire des jeux, on fait des jeux intellectuels. Oui. Par exemple, les jeux génie en herbe, par exemple. Il y a par exemple des procès de tribunal contre la tricherie en milieu scolaire ou contre le phénomène de cybercriminalité, où il y a des enfants de C1 ou bien de C2 qui jouent aux juges, au procès, et aux juges, aux avocats plutôt, absolument, et aux procureurs. Donc vous apprenez aux enfants à être des juges, à être des avocats. Donc à chaque événement, il y a toujours un plus pour les enfants. Okay. Pour les enfants, parce qu'ils apprennent toujours quelque chose d'intellectuel qui leur permet de se défendre dans la société. D'accord. Voilà. Très intéressant tout ça. Ah, ça, c'est très intéressant. Et certainement qu'il y a des prix que les enfants gagnent à la fin. Oui, il y a des prix que les enfants gagnent. Et c'est pour ça que nous lançons déjà ces appels, parce qu'on a besoin des cadeaux. Surtout pour les enfants malvoyants, par exemple, on a besoin surtout des cadeaux spécifiques. Parce que les cadeaux conventionnels que les enfants utilisent, et les enfants malvoyants ça ne leur sert d'aucune utilité. Il leur faut par exemple des enregistreurs pour pouvoir écouter quelque chose et l'écouter, enregistrer quelque chose et l'écouter après, des tablettes adaptées aux enfants aveugles, beaucoup de choses. Donc on a des tablettes avec l'écriture braille. Voilà, les tablettes de ces choses-là pour pouvoir donner aux enfants, pour pouvoir leur donner plus de joie au cœur. D'accord. Voilà. Merci, Monsieur Yvon Zonon. Merci pour le passage. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous, Patrick, pour ce sujet très, très intéressant qui mérite quand même tout notre intérêt. On va vous raccompagner et on va passer à la publicité tout de suite. Dis-moi, tu as bien tous tes papiers pour ton concours demain? J'espère que tu ne vas pas encore courir dans tous les sens. Maman, il me faut mon acte de naissance et mon CIP. Mais demain, avec le mandat l'année, je vais souffrir. Mon fils, en 2025, tu veux encore faire la queue? Et c'est ANIP-BJ. Tout se fait sur ton téléphone. Besoin d'un document officiel? ANIP-BJ, c'est l'administration sans stress où que vous soyez. Attends, je peux retrouver mon NPI, demander mon CIP, mon FIG, mon acte de naissance et même faire la demande de ma carte d'identité biométrique et choisir le lieu de retrait? Et tout ça sans passer des heures sous le soleil devant un guichet? On peut obtenir son certificat de résidence et le certificat de coutume et célibat. On peut même consulter les aptitudes des données et soumettre une demande de correction en cas d'erreur. ANIP-BJ, c'est simple, rapide et efficace. Plus besoin de vous déplacer. Vos documents vous suivent partout. Attends. Moi, je veux être sûr que ce CIP est bien un vrai. On parle tellement de fraude ces derniers temps que je ne veux pas avoir de mauvaises surprises. Papa, c'est super simple. Ouvre ANIP-BJ et lance la vérification de ton CIP. Ça fonctionne. Et ce document est bien authentique. Tu vois, papa, fini les doutes. Avec ANIP-BJ, plus de risque de fraude. Vérifiez n'importe quel document en quelques secondes avec ANIP-BJ. Ne prenez aucun risque. Ça, c'est une bonne chose. Demain, pas de stress, pas de course contre la montre. Merci, ANIP-BJ. ANIP-BJ, l'administration sans stress où que vous soyez. Téléchargez l'application et simplifiez vos démarches. Avant d'utiliser ANIP-BJ, assurez-vous que votre numéro de téléphone est bien enregistré auprès de l'ANIP. Et pour ce faire, rendez-vous dans un centre ANIP où la mise à jour ne prend seulement que quelques minutes. Contactez-nous facilement par WhatsApp, email ou téléphone. Notre équipe est là pour vous accompagner avec une assistance en français et en 10 langues locales.
Même un petit geste peut changer une vie. On n'a pas besoin d'être riche pour donner. Il suffit d'avoir le cœur ouvert. Vous pouvez donner, mais aussi simplement partager le message autour de vous. Chaque action compte. Ensemble, faisons rayonner le cœur des enfants par notre solidarité et notre amour fraternel. Qu'un seul album de moi est vendu, je donnerai la dîme de la vente à SOS Village d'Enfants. Zogbenwe SBE ton bon fidi bo do sedo a risi no ton lewedo miso no wa de do vo do porote bo me do zogbenho ten temen do SBE wele yo yidu na su chubo wo sun ilo midi asanton gbanu kun do pogo boyo na wa no wa mon koton e kan a risi no SBE ton e no zan zogben rolon ba me e no yodo MT podo BT poyi Zoman kwe susu wema e yo fatune yi do po vivo ve do konu yebe ma usuka je tiya yo yewe no wa mon koton ikan SBC no kono tole yero biyo a risino tenteme e homon koton kanle ni naun lo ya usu zogben kwe fatu kwe tonsin ko lo gben khode ji e bon fiti bo lo kudonu a risino yetone biwe do meni kudo o Jeme dudo no wa elo e so do tewu e karomi bana kande bi romo mena ho alokan 7302 masu de la lokpo WhatsApp o mena wala ndejio 01 68 52 52 53 tonji zogbenwe SBE ton ganton e gbon fidilei e tokundo poropo mitele binu mo jeme e midodo o mwelo we do SBE we yo sunu podo nyonu po e ro pesi some lo na penu podo akhisino itolewu za podo kezekpo yo e wedeji. Besoin de publicité, de couverture médiatique, d'annonces nécrologiques ou d'autres prestations à passer sur les médias du service public sans pour autant vous déplacer? Ok, commandez désormais vos prestations sans bouger de chez vous sur le www.srtb.bj. Passez commande en toute sérénité et gagnez du temps en cliquant sur le menu e-service. Choisissez la prestation à payer et suivez les instructions. Infoline plus 229 01 69 110 55 55. Donne-moi ça. Les élections approchent. Et cette fois-ci, ça va être chaud. Cette fois-ci, je vais voter. Hein? Oui? Tu veux voter? Bien sûr. Est-ce que tu as déjà fait ton RAVIP? RAVIP? Non, pas encore. Si tu ne le fais pas maintenant, ton nom ne sera pas inscrit sur la liste électorale informatisée. Et sans ça, tu ne peux pas voter. Ah. Moi, j'ai 18 ans en décembre. C'est bon? Si tu as 18 ans, avant le 11 janvier 2026, date des premières élections de l'année électorale, tu peux voter. Il faut être béninois, avoir fait son RAVIP. Et pour les béninois vivant à l'étranger, il faut être inscrit sur le registre des béninois de l'étranger. Moi, j'ai déjà fait mon RAVIP. Je suis tranquille. Et même si tu as déjà fait ton RAVIP, il faut prendre le temps de vérifier si tes informations sont à jour. Ton nom, ton numéro, ton adresse et même ton centre de vote. C'est important pour être sûr que tu es inscrit sur la liste. Et on vérifie ça comment? C'est très simple. Tu peux consulter ou mettre à jour tes données sur e-service.anipo.bg ou sur l'application ANIP-BJ ou directement avec le code étoile 151 dièse sur ton téléphone.
Tu veux aussi changer ton centre de vote? C'est possible. Si tu as déménagé ou changé de quartier, tu peux choisir un autre centre de vote plus proche de ta nouvelle demeure. Et si tu vis une partie de l'année dans un village ou dans un autre quartier, tu peux aussi aller voter là-bas. Je vais le faire maintenant. Cette fois-ci, faut pas rater. Hé, Javier Toumou, tu connais. Tu veux voter en 2026? Fais ton RAVIP. Et surtout, vérifie si tes données sont à jour. Tu veux changer de centre de vote? C'est possible. Tu peux consulter tes données, demander une correction, obtenir tes pièces ou transférer ton centre de vote sur e-service.anip.bj avec l'appli ANIP BJ en tapant étoile 151 dièse sur ton téléphone ou en te rendant à un guichet ANIP à la mairie. Le RAVIP, ton premier acte citoyen. Et voilà, c'était donc l'instant pub. On poursuit. Bonjour le Bénin. Place à présent à Instant Politique. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur au Bénin, la montée en puissance de l'engagement politique des jeunes. Plusieurs mouvements émergent et ces jeunes veulent peser sur l'avenir du pays. Mais derrière cet enthousiasme se pose une question. Est-ce un engagement désintéressé, guidé par la conviction, ou est-ce l'intérêt personnel qui joue un rôle? Peut-on réellement compter sur eux et ont-ils les ressources fiables pour participer durablement à la vie politique du Bénin? Autant de questions qui auront réponse tout de suite avec notre invité Astéris Goudé-Agbe. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Alors vous êtes secrétaire national à la jeunesse du mouvement politique Jeunesse Montante du Bénin, JMB. Alors un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Déjà, si je dois un peu demander votre mouvement, de quoi s'agit-il? Comment vous procédez-vous? D'accord, merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau aujourd'hui. Et je profite de l'occasion pour présenter mes sincères condoléances aux familles éplorées dans le cadre des événements dont nous sommes tous conscients. Et profiter pour dire que le mouvement La Jeunesse Montante du Bénin est un mouvement politique et c'est un creuset de jeunes qui ont pris le temps de réfléchir, de bien mûrir la situation politique de notre pays et de se décider enfin de porter leur choix sur un candidat afin de participer concrètement à l'animation de la vie politique au Bénin. D'accord, et justement, on se rend compte en cette période que, comme vous, il y a des mouvements par-ci, tel mouvement par-là. Est-ce que vous connaissez déjà entre vous? Est-ce que vous connaissez ou est-ce que c'est selon chaque chapelle? Je donne franchement un exemple, on se connaît entre amis, on décide de porter un mouvement, ou est-ce que vous vous concertez entre vous? Merci. Et déjà, je peux dire qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique et tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît et aujourd'hui, le combat que nous faisons, c'est un combat générationnel. Et quand je parle d'un combat générationnel, c'est de faire en sorte que tous les hameaux, toutes les zones soient occupées, soient vraiment impliquées pour l'animation de la vie politique. Il y a quelques années, quelques mois, nous avons constaté que les jeunes étaient pratiquement désintéressés de la vie politique. Mais aujourd'hui, avec l'engouement que nous avons pris, nous nous sommes engagés à impliquer toute la couche juvénile dans nos différentes actions politiques. Et c'est même le moment de remercier le président de notre mouvement, M. Rogatien Bakou, et notre parrain, M. Tikpa du moins, pour leur engagement parce qu'aujourd'hui, en tant que jeunes, nous avons besoin des modèles. Nous avons besoin des personnes de conviction. Nous avons besoin de voir et de toucher du doigt notre réalité. Et c'est ce qui nous a amené aujourd'hui à comprendre qu'il faut nécessairement que tout jeune aujourd'hui, quel que soit son bord politique, quelle que soit sa situation géographique, doit s'intéresser à l'animation de la vie politique dans notre pays. Et est-ce que tous les mouvements aujourd'hui, est-ce qu'on se connaît? Oui, nous sommes des leaders. Et aujourd'hui, les leaders appartiennent à des différentes zones. Et chacun travaille pour que sa zone puisse vraiment mouiller le maillot, pour qu'on puisse sentir l'impact de son action dans sa zone. Donc voilà la raison pour laquelle je confirme pour dire tous les mouvements aujourd'hui se connaissent. Et belle preuve, lors de notre sortie le samedi passé, nous avons eu le soutien de plusieurs mouvements
politique, notamment Fan Club Romia Wadayen qui était avec nous, la dynamique... On va pas forcément citer des noms. Voilà, donc nous avons des partenaires, des mouvements partenaires qui sont venus nous soutenir. Donc voilà. Merci pour tout ça, mais je reste un peu, je dirais, sur ma faim. Je suis un peu curieuse de savoir, vous le disiez vous-même, il y a quelques années, il y a quelques temps, on n'avait pas tout cet engouement. On a l'impression que du coup, les jeunes se sont levés et portent la politique. Est-ce que c'est parce qu'il y a, je ne sais pas si je dois dire des difficultés, est-ce qu'on se dit la politique c'est un exutoire, un Eldorado? Déjà, je viens dire que si les jeunes aujourd'hui ont de l'engouement pour l'animation de la vie politique, c'est parce qu'ils ont constaté que le Bénin a vraiment changé. D'accord. Que le Bénin a vraiment changé parce que, je vais vous donner un exemple. Si vous êtes dans une situation, mais si vous êtes dans un cadre, et que vous voyez que rien ne bouge, vous vous dites pourquoi je dois m'adonner à X ou à Y. Mais aujourd'hui, nous avons la vérité, nous avons l'objectif que nous pouvons toucher du doigt et démontrer réellement le changement que notre pays a pu avoir durant ces 9 dernières années. Et là, cela nous amène à dire, moi je ne resterai pas en marge de ce qui se fera dans les années à venir. Et c'est ce qui nous pousse réellement à dire, il est temps pour nous de mettre notre main à la pâte pour que l'histoire puisse retenir également notre nom. C'est bien noble, c'est bien noble. On applaudit cela, mais comment est-ce que des jeunes peuvent, je dirais, contribuer à cet essor-là dont vous parlez? Je pense qu'il faut quand même des moyens, il faut quand même, je ne sais pas, un certain financement. Je ne sais pas, vous avez peut-être des étudiants parmi vous, des gens qui ne sont pas forcément stables financièrement. Comment vous comptez contribuer? Merci. Déjà, la particularité de notre mouvement, je le rappelle, c'est que c'est un mouvement qui est constitué de beaucoup de jeunes qui ont eu leur expérience à vie associative. D'accord. Et déjà, si vous avez été militant par le passé, vous comprenez avec moi que ce sont des gens qui ont eu l'amour de la patrie, qui s'investissent sans attendre même recevoir de X ou de Y. Cela nous amène à comprendre que aujourd'hui, notre mouvement, que ce soit des cadres, que ce soit des étudiants, que ce soit des chômeurs, c'est d'abord la volonté qui compte. Et je rappelle également que pour cette sortie que nous avons eu à faire, nous sommes pesés uniquement sur nos propres ressources. Cela prouve notre volonté à réellement changer. Aujourd'hui, si la jeunesse doit attendre, recevoir des moyens, des années avant de pouvoir bouger les lignes, la jeunesse sera toujours dépendante. Elle ne pourra pas véritablement porter sa voix. Mais il est important pour nous aujourd'hui de faire en sorte qu'on puisse comprendre notre volonté de vouloir agir et de comprendre que nous ne sommes pas une jeunesse opportuniste, mais une jeunesse de conviction et qui veut réellement bouger les lignes. D'accord. Ok, on l'aura compris, merci pour tout cela. Mais vous citez votre mouvement, je ne sais pas si c'est le cas. Est-ce que quand même on vaut sein? Parce que je suppose l'objectif, c'est de dire aux gens, ralliez-nous, nous allons construire le Bénin. Mais vous n'êtes pas sans savoir, c'est notre quotidien, qu'il y a des gens qui se disent, ah tiens, il y a un mouvement politique ici, il faut rejoindre la politique parce que tu peux connaître telle ou telle personne. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque? Est-ce qu'il y a un travail de sensibilisation qui est fait? Déjà, ce que nous pouvons dire, c'est que les 77 communes du Bénin sont à notre cause. Et là, c'est qu'il n'y a même pas un petit quartier que nous allons laisser pour compte. Le travail que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de faire un travail de fourmi. Et aussi rappeler que chaque mouvement avec son objectif. Nous, notre objectif pour les échéances à venir, c'est de faire en sorte qu'il y ait une participation massive de la couche juvénile, des femmes et de tout le monde. Okay. Vous avez un objectif bien défini, vous avez une feuille de route bien tracée. Exactement. D'accord, un objectif à atteindre. Et c'est pour ça que je dirais, vous mouillez le maillot. Exactement. D'accord. Et après cela, après, vous parlez des échéances électorales, après, je dirais, les élections, est-ce que ces jeunes vont se disperser? Est-ce qu'ils vont continuer à espérer en politique? Je rappelle que la jeunesse montante du Bénin ne s'est pas réunie uniquement pour les élections à venir, mais nous sommes fortement également dans la participation citoyenne, l'implication des jeunes. C'est un cas de réflexion en fait, c'est un cas de réflexion continue. Donc nous ne sommes pas un mouvement opportuniste qui se crée du jour au lendemain et après les échanges disparaissent. Mais l'objectif actuellement, c'est de faire en sorte que notre mouvement puisse impacter à travers la participation massive des jeunes aux échéances à venir. D'accord. Et après, je dirais, est-ce qu'il y a des domaines, c'est vrai que nous sommes dans le cadre politique, est-ce qu'il y a d'autres domaines associatifs, par exemple, sur lesquels vous pourriez éventuellement impacter?
Oui, déjà, je viens de rappeler que nous sommes fortement impliqués dans la participation citoyenne, la redevabilité, et ce qui nous amène aussi à faire comprendre les valeurs de la citoyenneté. Parce que c'est la première chose que nous devons comprendre dans notre cité aujourd'hui, c'est d'amener le jeune à comprendre ce qu'est l'amour de la patrie. Donc, ce n'est pas uniquement des questions politiques, mais c'est un cadre de réflexion, c'est un mouvement de réflexion patriotique. OK. Et en dehors de l'aspect financier que nous avons abordé, est-ce que vous pensez que les jeunes ont l'énergie nécessaire, la fougue nécessaire pour tenir tout le temps dans tout ce qui est politique, tout ce qui est engagement, tout ce qui est patriotisme? Déjà, quand vous dites jeune, vous devez comprendre que c'est le slogan même que les aînés utilisent pour pouvoir battre campagne. D'accord. Donc cela voudra dire que la jeunesse, c'est d'abord l'énergie. OK. La jeunesse, c'est d'abord la conviction. Et la jeunesse, c'est cette force-là qui peut faire déplacer n'importe quoi avec ou sans moyens. Donc là, je résume en quelque sorte pour dire la jeunesse, c'est la conviction. Okay. Tant que vous avez cette conviction, tant que vous êtes engagé, déterminé, il n'y a rien qui puisse vous stopper. Et au sein de la jeunesse montante du Bénin, nous nous sommes engagés pour cela. En tout cas, on vous souhaite le meilleur. Mais avant, ce qui veut dire que vu toute cette recrudescence, je dirais, de montée en action de jeunes politiciens, d'engagement par-ci, par-là, avec ces objectifs que vous citez, on est sûr d'avoir un Bénin, je dirais, un peu plus patriote d'ici là? Le Bénin est déjà patriote. Absolument. Alors, quels sont vos projets, si je puis dire, à long, à court et à moyen terme? D'abord, c'est de faire en sorte qu'à travers ce mouvement, nous puissions révéler les jeunes qui se battent pour ce pays, qui donnent le meilleur d'eux, pour que ce pays puisse être réellement révélé. Et c'est de faire en sorte que les jeunes puissent comprendre qu'au-delà de tout, notre pays est la seule chose qui nous reste. Après avoir parcouru tout le monde entier, notre identité reste la meilleure chose qui nous reste. Et nous devons travailler en sorte que ce pays reste notre priorité. Et il faudrait aussi faire comprendre à la jeunesse béninoise que nous devons être prêts à nous sacrifier pour notre pays. C'est très important pour nous. Et dans les années à venir, nous travaillons en sorte que notre mouvement, au-delà d'un mouvement politique, que ça devienne un cadre qui puisse propulser réellement et qui puisse travailler à positionner ses membres pour des instances pour que notre voix puisse réellement porter. D'accord, voilà. On vous le souhaite également. Et je le disais, en votre sein, vous connaissez tous les membres déjà? Pas forcément parce qu'ils doivent être nombreux. Exactement, exactement. Comme je l'ai dit, nous sommes dans les 77 communes du Bénin et notre sortie officielle a été faite le samedi passé. Donc nous avons un travail de fourmi qui continue et que nous allons continuer à faire. C'est de parcourir toutes les 77 communes à travers les différentes sections que nous avons pour que nous puissions réellement créer cette symbiose-là au sein de nous. D'accord. Et vous arrivez à insuffler le courage, l'abnégation à tout un chacun pour qu'on ne s'attende pas forcément à des cadeaux, à des récompenses, mais continuer le combat? Oui, déjà, avant d'intégrer notre mouvement, vous devez avoir une conviction. Pas forcément. Bon, évidemment, vous parlez en votre nom parce que c'est ce que vous connaissez le mieux. Mais je ne sais pas ce qui se fait peut-être au sein de cette montée en puissance de mouvements politiques. Vous êtes obligé de donner votre exemple. On y va alors. Donc, personnellement, je me dis, moi, je suis diplômé de formation. D'accord. Et déjà, je milite dans beaucoup d'associations de jeunes. J'ai présidé une association d'envergure nationale. Et je peux dire aujourd'hui que ces expériences que j'ai eues à accumuler pendant ces nombre d'années ont fait en sorte que j'ai un carnet d'adresses qui me permet quand même de prouver et d'être en quelque sorte le repère de certains jeunes. Donc, je peux dire qu'à travers ça, les jeunes se voient. Et déjà, les leaders que nous avons aujourd'hui aussi représentent des repères pour nous, pour l'adhésion à certaines convictions. Donc, je prends l'exemple, par exemple, du président de notre mouvement, M. Bakou Rogassien, par exemple, qui est un homme très effacé, mais qui fait beaucoup pour la jeunesse béninoise. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. D'accord. Et justement, ce développement que vous faites m'emmène à poser la question des profils. Est-ce que vous, je dirais, comment vous recrutez, si je puis dire? Est-ce que vous lancez un appel? Il y a des adhésions? Est-ce que vous tenez compte des profils ou est-ce que c'est ouvert à tout le monde, étudiants, ambitieux ou pas? Je suis curieuse de connaître. D'accord. Déjà, l'adhésion à notre mouvement est ouverte à tout le monde. D'accord. À tout le monde. Il n'y a pas un profil très spécifique. Mais une fois intégré le mouvement, nous prenons le soin maintenant d'élaborer la fiche de la personnalité. La fiche de la personnalité en tenant aussi compte de son ambition, de sa vision. Parce qu'un mouvement, c'est un rassemblement de tout le monde.
Mais il faut prendre le soin de spécifier et d'orienter chacun selon sa vision. Et c'est ça qui diffère des autres mouvements, je peux dire, parce que si vous êtes dans un creuset, il est important pour nous que le membre puisse se retrouver. Je prends un exemple très concret. Vous êtes un vitrier. Et bon, au sein de nous, nous avons un vitrier. Et la dernière fois, nous avons un membre qui est venu solliciter ce profil sur le forum, quelqu'un qui est en train de construire. Donc déjà, c'est au sein de nous que ce vitrier a pu avoir ce marché. Donc un creuset doit nous permettre quand même de propulser nos membres. C'est l'important. D'accord. Alors, donc, si je résume, vous n'avez pas de façon de sélectionner de profil. Vous avez parlé tout à l'heure de militantisme au sein. Donc, ceux qui ont un certain, je dirais, bagage, une certaine expérience, arrivent à reconduire les autres, arrivent à guider un tant soit peu les autres, si j'ai bien compris l'idée derrière. Exactement. Pour tout mouvement, chacun vient avec de différents objectifs, mais une fois dedans, vous essayez de les façonner par rapport à votre objectif, par rapport à votre vision. Et c'est ça même qui fait la force d'un mouvement, d'un creuset. Parce que quand tout le monde s'aligne, tout le monde se retrouve dans ce que vous faites, il n'y a pas de problème et tout va très très bien. Et on se sent heureux. Ok, mais il y a également cette question, hein, vous n'êtes pas sans le savoir lorsque ces mouvements, le vôtre d'ailleurs, hein, vous ne l'avez pas caché, c'est toujours en soutien à tel candidat, tel candidat. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Est-ce que ce n'est pas une sorte de parti pris? Non, et au XXIe siècle et surtout en 2025 aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'ère de l'hypocrisie. D'accord. Et quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Okay. Et aujourd'hui, tout jeune a besoin de repères. Tout jeune a besoin de repères. Et en matière de repères aujourd'hui, tout ce qui se fait aujourd'hui pour révéler le Bénin, nous le savons. D'accord. Et aujourd'hui, le meilleur profil pour nous aujourd'hui au sein du mouvement Jeunesse Montante du Bénin, c'est le profil du duo Wadayi Talata. Donc, ce serait un péché pour nous de ne pas encourager le travail qui se fait, de ne pas montrer notre engagement à cette idéologie, à cette conviction. Et c'est la raison pour laquelle nous avons déclaré ouvertement notre soutien à ce duo. D'accord. Et vous allez travailler pour un vote massif, c'est cela? Le travail se fait déjà sur le terrain et nous sommes pressés même qu'Avril puisse vite venir. D'accord, on l'aura compris. Hein. Merci en tout cas d'être passé sur ce plateau. On croit que vous portez une idéologie et pas forcément des intérêts derrière parce que c'est ce qui se dit. Hein. On va pas vous le cacher. Personnellement, je donne mon exemple. Si on se réfère à la petite personne d'Astéris Koudiagbe, on peut savoir que c'est un homme qui ne vise pas son intérêt, mais qui vise l'intérêt de la patrie. D'accord. Merci. Merci beaucoup, monsieur Astéris. Je rappelle que vous êtes le secrétaire national, justement, de la jeunesse montante du Bénin, un mouvement politique en plein essor, j'ai envie de dire. Merci et bonne chance pour la suite. On va également, cette fois-ci, marquer une courte pause et poursuivre cette émission. Dis-moi, tu as bien tous tes papiers pour ton concours demain. J'espère que tu ne vas pas encore courir dans tous les sens. Maman, il me faut mon acte de naissance et mon CIP. Mais demain, avec le mandat l'année, je vais souffrir. Mon fils, en 2025, tu veux encore faire la queue et c'est ANIP-BJ. Tout se fait sur ton téléphone. Besoin d'un document officiel? ANIP-BJ, c'est l'administration sans stress où que vous soyez. Attends, je peux retrouver mon NPI, demander mon CIP, mon FID, mon acte de naissance et même faire la demande de ma carte d'identité biométrique et choisir le lieu de retrait. Et tout ça sans passer des heures sous le soleil devant un guichet? On peut obtenir son certificat de résidence et le certificat de coutume et célibat. On peut même consulter les exactitudes des données et soumettre une demande de correction en cas d'erreur. ANIP-BJ, c'est simple, rapide et efficace. Plus besoin de vous déplacer. Vos documents vous suivent partout. Attends. Moi, je veux être sûr que ce CIP est bien un vrai. On parle tellement de fautes ces derniers temps que je ne veux pas avoir de mauvaises surprises. Papa, c'est super simple. Ouvre ANIP-BJ et lance la vérification de ton CIP. Ça fonctionne. Et ce document est bien authentique.
Tu vois, papa, fini les doutes. Avec Anip BJ, plus de risque de fraude. Vérifiez n'importe quel document en quelques secondes avec Anip BJ. Ne prenez aucun risque. Ça, c'est une bonne chose. Demain, pas de stress, pas de course contre la montre. Merci, Anip BJ. Anip BJ, l'administration sans stress où que vous soyez. Téléchargez l'application et simplifiez vos démarches. Avant d'utiliser Anip BJ, assurez-vous que votre numéro de téléphone est bien enregistré auprès de l'ANIP. Et pour ce faire, rendez-vous dans un centre ANIP où la mise à jour ne prend seulement que quelques minutes. Contactez-nous facilement par WhatsApp, email ou téléphone. Notre équipe est là pour vous accompagner avec une assistance en français et en 10 langues locales. Même un petit geste peut changer une vie. On n'a pas besoin d'être riche pour donner. Il suffit d'avoir le cœur ouvert. Vous pouvez donner, mais aussi simplement partager le message autour de vous. Chaque action compte. Ensemble, faisons rayonner le cœur des enfants par notre solidarité et notre amour fraternel. Qu'un seul album de moi est vendu, je donnerai la dîme de la vente à SOS Village d'Enfants. Zogbenwe SBE ton bon fidi bo do sedo a risi no ton lewedo miso no wa de do vo do porote bo me du zogbenho ten temen do SBE wele yo yidu na su chubo wosun ilo midi asanton gbanu kun do pogo boyo na wa no wa mon koton e kan a risi no SBE oton e no zan zogben rolon ba me e no yolo MT podo BT poyi Zogben kwe sou wema e yo fatu ne yi do po vivo ve do konu yebe ma suka je tiya yo yewe no wa mon koton ikan SBC no kono tole yeru bio a risino tenteme e homon koton kanle ni naun lo ya su zogben kwe fatu kwe tonsin ko lo gben khode ji e bon fitin bo lo kudonu a risino yitone biwe do meni kudo o mon jeme dudo no wa elo e so do tewu e karomi bana kandi bi roman mena ho alokan 7302 masu de la lopo WhatsApp o mena wala ndejio 01 68 52 52 53 tonji zogben kwe SBE ton ganton e gbon fidile e toku no poropo mitele binu mon jeme e mi dodo o mo elo we do SBE simple we yo sunu kodo nyonu po e do pesi some lo na penu kodo akhisino itolewu san kodo kezekpo yo e wedeji. Besoin de publicité, de couverture médiatique, d'annonces nécrologiques ou d'autres prestations à passer sur les médias du service public sans pour autant vous déplacer? Ok, commandez désormais vos prestations sans bouger de chez vous sur le www.srtb.bj. Passez commande en toute sérénité et gagnez du temps en cliquant sur le menu e-service. Choisissez la prestation à payer et suivez les instructions. Infoline plus 229 01 69 110 55 55. Et voilà, une pré-annonce, j'ai envie de dire, Instant Santé, c'est tout de suite. Heureuse d'annoncer, bonjour. Ah, Jennifer Satifi, comment ça se passe ce matin? Ça se passe bien. Alors, avec vous, on abordait une thématique hier. On continue sur la même lancée, n'est-ce pas? Bien sûr, les événements indésirables. On en parle depuis lundi suite à une formation donnée aux agents de santé par l'ARS et l'autorité de régulation
du secteur santé au Bénin. Et nous poursuivons notre thématique avec notre spécialiste en la matière. Merci d'être là. Vous avez honoré, comme Jennifer le dit en coulisses, votre parole ce matin. Vous disent merci. Merci aussi de m'avoir invité. Je suis encore là et on pourra aborder le sujet un peu plus à fond. Tout à fait. Parfait. Alors, nous allons poursuivre la thématique. Hier, on avait fait même cas du CNHU, de leur plateforme. Et aujourd'hui, tout ça, comme on le disait, c'est lié à réduire les événements indésirables. Et vous me parliez tantôt de cultiver, je ne vais pas dire de cultiver la justesse, mais d'avoir une culture juste. Juste, voilà. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par cela? Voilà, merci beaucoup pour m'avoir donné la parole. La culture juste, c'est cette culture qui promeut l'apprentissage au lieu de punition. Comment est-ce que ça se passe? On sait que toutes les erreurs ne peuvent pas être punissables. Parce qu'il y a des erreurs systématiques et il y a aussi des erreurs d'omission et autres. Une fois que la personne n'a pas choisi systématiquement de violer les protocoles, c'est beaucoup plus important d'étudier le système et de pouvoir identifier les responsabilités et d'assigner à chaque partie, que ce soit le système de santé, la structure et autres, ce qu'il doit faire pour améliorer la situation. Violer le protocole, je ne vous arrête pas, violer le protocole, qu'est-ce que vous ça veut entendez dire par que cela? Dans des structures de santé, il y a des protocoles, des politiques, des règles à suivre. Par exemple, pour éviter les erreurs médicamenteuses, il y a les 7B, les 7 bons qu'il faut respecter. Les 7 bons, c'est-à-dire? Oui, la bonne voie, le bon médicament, le bon patient, la bonne dose, la bonne route. Donc, il y a la bonne raison, la bonne documentation. Donc, tout ça là devrait être respecté. Et quand on ne respecte pas ça, ça veut dire qu'on a violé le protocole. Le protocole, et ça conduit à une erreur. Et là, c'est punissable. Là, ça ne peut pas être nécessairement systématiquement punissable. Si on peut déclarer, étudier la situation, assigner les responsabilités. Quand une erreur se produise et qu'on commence par étudier la situation et responsabiliser, on peut retrouver peut-être une faute dedans parce que quelqu'un a choisi délibérément de violer le protocole, comme si on peut retrouver des fautes, des raisons systématiques. Est-ce que la personne est surchargée? Qu'est-ce qui a poussé cette personne à agir de cette manière, à vouloir ne pas suivre toutes les règles? Et partant, on peut déjà proposer des formations pour cet agent de santé pour que ça ne se reproduise plus. L'important ici, c'est de sauver la vie. Dans la culture juste, on met la vie de la personne en danger au premier. Ce n'est pas tous ceux qui, par exemple, ont reçu une dose élevée d'insuline qui doit mourir. Si on sait qu'il y a de glucose ou bien même de jus d'orange qu'on peut utiliser pour changer la tendance, ce n'est pas tout le monde qui a reçu. Vous pouvez rapidement revenir sur cet aspect, même le jus d'orange peut changer la tendance. Oui, parce que si par exemple, bon, je parle de l'insuline, quand vous donnez l'insuline à quelqu'un, ça rabaisse le sucre de la personne. Et si c'est à dose plus élevée et que la personne n'est pas comateuse, vous pouvez déjà donner du jus d'orange pour élever le taux de glucose de la personne pour que la personne ne tombe pas, n'ait pas de crise. Donc, en fin de compte, dire que... C'est rattrapable, peut-être? Voilà, dire que, bon, il est diabétique, et puis malheureusement, à l'hôpital, on lui a injecté un sérum glucosé et il est parti. On pouvait rattraper ça. On pouvait rattraper ça. C'est une erreur pas seulement évitable. Le jus d'orange. Le jus d'orange, c'est en fait... c'est basique. Voilà, c'est basique, mais il y a d'autres procédures qu'on peut mettre en place. Et ces antidotes peuvent être
disponible pour l'employé, Voilà. le personnel de santé, pour que quand une situation comme ça se passe, que la personne ne panique pas, que regarde le patient mourir, au lieu de prendre des précautions pour reverser la tendance. C'est la même chose dans le cas, par exemple, de la transfusion sanguine, c'est la même chose. Il y a des précautions à prendre, de la prévention primaire jusqu'aux préventions quaternaires. Si on développe un système sur place, on peut doter de l'établissement des antidotes, on peut avoir un centre de poison qu'on peut appeler. Il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer dans le système pour permettre au personnel de santé de mieux faire leur travail et de sauver la vie, d'empêcher que l'erreur se répète. C'est ce que promote la culture juste, en fait. La culture juste. Voilà. Donc, ça décante toute la situation, ça donne beaucoup plus d'accès. Ça se concentre beaucoup plus sur la structure et le système. D'accord. Donc, ce n'est en fait pas la culture juste dont on parle, ce n'est pas uniquement à l'agent de santé d'avoir cette culture-là, mais c'est tout le système, de mettre en place un dispositif comme ça. Voilà, c'est tout le système et ça part de la déclaration. Parce que si vous ne déclarez pas, on ne peut pas apprendre alors de ces erreurs et identifier les problèmes, les failles qui se trouvent dans le système et les corriger, en fait. D'accord. Oui. Mais aujourd'hui, avant d'en venir aux moyens de prévention, même si on a commencé par en parler, aujourd'hui, il y a certains systèmes, sans pour autant nommer, qui ont quand même, on a même eu des cas hier, qui ont quand même posé un pas. Dans un système de santé où le responsable nous suit aujourd'hui, où il a quand même pu poser le pas de mettre en place une plateforme de renseignement des erreurs ou des événements indésirables, quelle pourrait être la suite? Est-ce qu'il suffirait juste de mettre en place un système de renseignement des erreurs et puis on s'en arrête là? Quelle devrait être la suite? Ou pourrait être la suite? Merci, Madame Heureuse. Ce que je pourrais dire, c'est je dis déjà bravo pour ces systèmes-là. Parce que pour qu'on ait une meilleure qualité de soins, il faut que ça commence de bas en haut. Ça ne devait pas nécessairement commencer du ministère au centre de santé. Mais les centres de santé qui prennent des initiatives, je pense que c'est déjà bravo. Je dis bravo. C'est déjà bon. Mais maintenant, il faut qu'ils aient un système pour étudier ces cas, identifier et documenter les risques qui a causé au départ l'erreur et proposer des solutions. Des solutions simples. On peut, par exemple, proposer des supervisions pour l'agent de santé, apporter des formations à cet agent de santé et pourquoi pas voir s'il y a de surcharge dans le système. Si l'agent de santé est trop surchargé, s'il n'y a pas beaucoup de personnel, c'est au système de faire le programme maintenant d'embaucher plus ou bien de former plus de gens pour jouer le même rôle. Alors, Heureuse, moi je suis quand même curieuse de savoir, je trouve ça assez beau, assez intéressant tout ça, mais depuis tout à l'heure, il y a une question qui me trotte dans l'esprit. Il faut que l'agent de santé en question soit honnête pour pouvoir dire, en effet, j'ai fait une faute ici, j'ai créé telle chose. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là qu'ils se taisent parce qu'ils ont peut-être peur de représailles? Voilà. Bon, comme je l'ai dit, dans la culture juste, avant qu'on ne parle de faute, on a déjà fait beaucoup de choses. D'accord. La culture juste se concentre beaucoup plus sur le système. Je sais qu'actuellement, les gens ont peur. Et ça, c'est à cause de la culture punitive. D'accord. La culture punitive qui réprimande, qui critique, qui isole l'agent de santé, en fait. Et ça fait que l'agent de santé ne parle pas. Comme je l'ai dit. Entre eux, souvent, ils se protègent. Absolument. Exactement. Et c'est normal. Quand tu sais que tu as un adversaire, tu veux te protéger contre l'adversaire. Alors que si tout le monde travaille ensemble, on devient des partenaires. C'est ça. Et quand vous êtes des partenaires, vous ne mentez pas, vous parlez honnêtement pour trouver des solutions ensemble. C'est pour cela que pendant notre formation, nous, on a intégré, par exemple, la participation de la communauté.
Ah, d'accord. Oui. Quel rôle devrait-elle jouer? Voilà, le rôle que les participants, les patients, les usagers de services de santé pouvaient jouer. On a introduit ça dedans. Ça, c'est une erreur, hein, excusez-moi. Ce n'est pas le réflexe tout de suite, ce n'est pas de dire, oh, nous comprenons, cher infirmier, il y a un risque, tel mal a augmenté, a pris de l'ampleur, mais ce n'est pas grave. Vous ne serez pas puni, ce n'est pas toujours évident. Non, mais on ne peut pas non plus faire cette promesse, mais dans le même temps, si l'infirmier est conscient que si elle lève la main pour dire « Oh, je viens de faire une erreur », qu'on peut transférer le patient d'abord, sauver la vie de ce patient. Je pense que, en fin de compte, le patient viendra la remercier. Elle deviendra son héros et non quelqu'un qui lui a fait du mal. D'accord. Mais hier, on le disait, Madame Martine Meying-Betor, vous êtes l'investigatrice, en quelque sorte, en sécurité des soins de santé dans plusieurs... vous l'avez été dans plusieurs États, je dirais, dans plusieurs pays, mais actuellement, vous êtes au Massachusetts, dans l'État du Massachusetts, aux USA. Qu'est-ce que le Bénin pourrait concrètement copier de vos différentes expériences sur la réduction, sinon l'élimination des événements indésirables dans nos systèmes de santé? OK. Merci beaucoup pour cette question. C'est vrai que j'ai pratiqué dans plusieurs États, mais je suis actuellement dans Massachusetts. Ce que nous, on a fait pendant cette formation, ce n'est pas seulement de se limiter au niveau de cet État, mais d'étudier d'autres pays qui ont fait la même chose. On a étudié, par exemple, ce que Taïwan a fait pour améliorer leur système. Ils ont, par exemple, une assurance universelle qui ne tient pas compte de niveau comment on va dire, de la classe sociale. De la classe sociale. D'accord. Par exemple, en Inde, l'Inde a su accumuler leur... Oui. C'est bon? OK. Oui. Et bon, donc, on a étudié aussi comment on va dire, les États-Unis, le Canada, qui a le truc là, l'acte de apologise, ce qui veut dire qu'on peut même avoir un cercle de discussion où le patient et où le patient et le professionnel de santé peut se dire la vérité et demander pardon. Et il y a aussi, on a étudié aussi comment on va dire, les Royaumes-Unis et tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses que les participants ont fait. Ils ont sélectionné ce qui est possible qu'on peut utiliser et adapter à notre réalité. Et ils ont rejeté ce qu'il faut rejeter. Qu'ont-ils rejeté? C'est une bonne question. On n'a pas encore tous les livrables, mais je sais qu'il y a... Ont-ils au moins accepté, par exemple, l'initiative, le patient et le professionnel de santé? Oui, ils ont beaucoup apprécié ça. Pour l'écoute. Voilà, pour l'écoute, ils ont beaucoup apprécié ça. Et ils l'ont intégré dedans. D'accord, d'accord. Aujourd'hui, en matière de prévention des événements indésirables, est-ce que la politique au niveau étatique actuellement favorise la chose ou il y a des dispositions à mettre en place actuellement? Moi, je trouve qu'il y a des dispositions à mettre en place. D'accord. Je parlais par exemple d'un centre qui peut assister en cas d'empoisonnement. Et quand je dis empoisonnement, ça veut dire n'importe quoi que vous donnez à quelqu'un qui n'est pas la dose n'est pas respectée ou bien que ce n'était pas le médicament, c'était un truc similaire, vous avez fait l'erreur. Il faut que dans chaque centre, ils aient des antidotes ou bien qu'ils soient en mesure d'appeler un centre pour dire voilà le problème, qu'est-ce que je dois faire immédiatement. Donc, par exemple, c'est quelque chose, ça là, on peut le faire. Les formations, il faut vraiment, et puis il faut aussi restructurer le système et apporter beaucoup plus de matériel pour le travail de personnel. Je pense que ça, là, c'est arrivé beaucoup. Parfois, les gens ont des difficultés d'accès au matériel dont ils ont besoin, en fait, pour faire le travail. Parfois, ce n'est pas dans leur bureau. Et quand ils vont chercher, ils constatent que ça n'existe plus. Si c'est à côté, ils peuvent faire l'inventaire
Et chaque semaine, ils peuvent dire, voilà, je n'ai pas, voilà, quelque chose manque, et ils vont rapporter ça pour qu'on puisse les mettre disponibles. Mettre ça à disposition. En tout cas, la plateforme, elle intègre également, j'ai envie de dire, les jeunes médecins, les jeunes infirmiers, ou est-ce que c'est plutôt les professeurs, ceux qui ont, voilà, les professeurs ou ceux qui ont un certain tous les agents de santé, certaines années d'expérience, parce que celui qui soigne, c'est tout le monde, hein. Des fois on a des stagiaires, excusez-moi, des infirmiers, tout ce. Est-ce que tous ceux-là sont pris en compte sur la plateforme pour apprendre des erreurs des autres? Doivent être pris en compte, moi je dirais. Bon, tout usager est-ce que c'est prévu? Tout usager et tout professionnel de santé devrait avoir accès, s'il y a une plateforme existante. Voilà. D'accord. Il devrait avoir accès pour pouvoir, parce que c'est tout le monde qui fait les erreurs, même les patients. Mais ces plateformes doivent être anonymes ou les noms des patients ou bien les noms des déclarants doivent exister? Bon, il y a ce problème qui s'est posé. Par exemple, bon, dans toutes les cultures, dans tous les pays, dans tous les pays que moi j'ai étudié, par exemple, on a constaté qu'il y a un système sur place pour protéger en fait les déclarants. D'accord. Tous ceux qui déclarent, que ce soit patients, usagers, professionnels, il y a un système sur place. Je pense que là, ils seront plus honnêtes, ils vont plus sourire. Voilà. Il y a une protection. Bon, bien sûr qu'on voudra les connaître pour les appeler, poser plus de questions, savoir quel est le problème, qu'est-ce qui s'est réellement passé, pour qu'on puisse corriger le système, que ça ne se répète plus. Mais de la même manière, on ne peut pas se hasarder à dire telle personne nous a appelé, elle a dit ceci et cela. Donc, on garde ça de façon anonyme jusqu'à la fin. Et c'est comme ça. Mais vous aviez parlé tantôt du dispositif. Lorsque vous en parliez, vous avez dit, bon, entre autres, on doit avoir ne serait-ce qu'un centre d'antipoison. Est-ce que ça, par exemple, ça doit exister même au plus bas niveau de la chaîne du système sanitaire? Oui, parce que tel que moi je vois le système, surtout le système béninois, surtout dans les zones rurales, où on a des difficultés pour se connecter, il faudrait vraiment que chaque centre se prenne en charge. C'est pourquoi j'ai parlé de la responsabilité, la gestion responsable des services de santé. Donc, il faut que chaque centre prenne la responsabilité de savoir ce qui leur manque, quelles sont les erreurs qui sont fréquentes, qu'est-ce qu'il faut mettre sur pied pour prévenir ces erreurs. Obligatoirement. Mais aujourd'hui, quels sont les défis majeurs liés à la réduction des événements indésirables dans nos systèmes de santé? Bon, il faut d'abord parler de la formation des professionnels de santé. Je pense qu'ils ont besoin de connaître, de reconnaître les erreurs. Donc, il faut vraiment qu'ils soient formés sur les types d'erreurs et les types de fautes. Il faut qu'ils soient formés sur les erreurs. Tout le monde doit être formé sur les erreurs médicamenteuses parce que ça fait 55% des erreurs évitables. Donc, si déjà, on peut former tout le monde, qu'ils connaissent, même les pharmaciens, qu'ils savent déjà ce qu'il faut faire pour éviter ces erreurs. Donc, tous ceux qui sont du domaine santé, carrément. Tous ceux qui sont du domaine santé doivent être formés, et les usagers aussi, sur les erreurs médicamenteuses. Comment éviter les erreurs médicamenteuses? Ça va couper à moitié déjà les erreurs médicales. Les erreurs évitables, oui, c'est ça. Donc, le défi majeur aujourd'hui, c'est la formation des professionnels de santé. Il y a d'abord la formation des professionnels de santé et puis aussi les outils. Parce qu'il faut voir quels sont les outils qu'ils utilisent. Il y a aussi des plateformes qu'il faut créer pour permettre les déclarations. Bon, donc, oui, il y a tout un tas de choses qu'il faut faire. Quand vous dites les outils, qu'est-ce que vous y mettez? Comment elle va dire Oui, je sais que bon, vous êtes beaucoup plus en global. Oui, donc voilà, c'est ce que voilà, donc on sent ça dedans. I'm so sorry. Ça la bloque un peu, mais bon, on va y aller. OK, bon, donc je parle des matériels de travail d'abord, et puis des matériels de déclaration. Un système de déclaration et autres quoi. Donc, si par exemple, je n'ai pas de tensiomètre et qu'un patient arrive
il peut avoir l'AVC devant moi. Je ne saurais pas parce que je ne peux pas mesurer la tension. Donc, il faut qu'on ait ça sur place, dans tous les villages. Dans tous les villages, parce dans que là... je veux dire dans toutes les zones. Bien d'accord. Bien sûr, les établissements de soins. C'est important. Le sujet, il est tellement d'intérêt. Je pense qu'on peut passer des heures à en parler. Il est tellement d'intérêt parce que vous soulevez une question cruciale. Je pense que dans les zones reculées il paraît même que des centres de santé manquent même du minimum. N'est-ce pas? Donc, c'est vrai qu'il y a des efforts qui se font aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est vraiment important. S'ils n'ont pas les moyens, les bases. Voilà, on ne peut pas du coup les accuser d'avoir fauté. C'est ça. Donc, il faut d'abord qu'ils soient dotés des moyens, qu'ils aient les formations et qu'il y ait un système de protection pour leur permettre de déclarer sans avoir peur. Sans avoir peur. Donc, c'est les grands aspects là sur lesquels l'État doit agir. Voilà. Sinon, les hôpitaux, je ne vais pas dire les professionnels, mais les responsables d'hôpitaux, surtout, doivent agir. Voilà. Parce que vous l'aviez dit, ça ne doit pas venir du haut. Venir de haut, non. Ça peut commencer de bas. Et même les élus locaux, les gens peuvent discuter et voir déjà. Si j'ai ma femme qui a fait fausse couche et pour une raison ou une autre, elle est décédée, je dois me mettre je dois mettre la main à la pâte pour permettre que le système change. Je ne veux pas qu'une autre femme subisse. Un peu comme ça se fait au niveau des écoles. Nous avons des parents d'élèves qui sont quand même très impliqués dans la gestion des établissements et autres. Donc, au niveau médical aussi, il faut la communauté à la base. Oui. Et il faut briser aussi, il faut aussi parler de la communication entre les patients. Entre les patients et les professionnels, parce qu'il y a cette intimidation et peur qui fait que les gens ne veulent pas rapporter. Ils ont peur peut-être de perdre leur doto. Leur doto, vraiment. Mais donc, s'il y a une formation, par exemple, s'il y a une formation dédiée aux patients et aux professionnels, ils peuvent apprendre à mieux communiquer et pour au moins avoir une meilleure qualité de soins. Merci, Heureuse. J'ai envie de prolonger la discussion, mais malheureusement, le temps il est complètement parti. Merci. Mais je crois que l'essentiel a été dit. Nous avons fait le tour de la question. Ces professionnels qui nous suivent, ces responsables d'hôpitaux qui nous suivent aujourd'hui savent ce qu'il faut actuellement pour éviter les erreurs indésirables dans leur système de santé. Voilà. Et on espère que ça va continuer pour qu'on endigue totalement le mal. Merci, Heureuse. Merci, Martine Meïn-Beto. Toujours. Merci à vous. Et merci, on se retrouve demain toujours avec le même plaisir. Je vous raccompagne, j'installe Ghislaine Adimi dans Bénin en mouvement, mais juste après ceci. Dans Bénin en mouvement, vous le savez, notre rubrique dédiée à tout ce qui se fait, à tout ce qui avance d'une façon ou d'une autre dans le pays, je dirais surtout. Nous sommes curieux de savoir de quoi on parle aujourd'hui, mais je vous l'avais annoncé, Ghislaine est là pour nous faire découvrir quelque chose de nouveau. Bonjour Ghislaine. Bonjour Jennifer, bonjour le Bénin. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au financement des projets des entreprises de femmes. Un enjeu crucial, vous le savez bien, pour l'autonomisation de la femme. Mon invitée est un tout petit peu en retard. Elle nous rejoint d'ici quelques petites minutes, mais en attendant, on va planter le décor, bien sûr. Au Bénin, tout comme dans de nombreux pays dans le monde, les femmes entrepreneurs font face, vous le savez très bien, à des obstacles structurel, accès limité au crédit, exclusion du système financier formel, manque de garantie ou de réseau. Et par exemple, au Bénin, en tout cas, il y a l'élément déjà qui est lancé, l'élément de Ghislaine. Je crois qu'on va suivre l'élément en direct et revenir. Bon, d'accord, la régie a été plus rapide que moi. Que vous, oui, tout à fait. Que ce soit dans la gestion des ressources, que ce soit dans la gestion financière, que ce soit dans la manière de faire, tout ce qui est femme est durable et a un lien naturel avec l'entrepreneuriat féminin. Et nous, au quotidien, ce que nous faisons dans les zones rurales, dans les zones lacustres, sur les différents territoires sur lesquels nous intervenons, c'est de donner de l'aile à ces femmes-là qui travaillent déjà dans les territoires pour qu'elles puissent vraiment étendre ce qu'elles font et générer beaucoup plus de ressources. Si vous allez vers la
frontière togolaise, vous avez vers la zone de Grand Popo l'avantage d'avoir plusieurs champs au bord de la voie. Tournez juste à gauche, à droite, regardez. Est-ce que les femmes qui cultivent, ce sont plus des femmes ou des hommes? Ça vous donne déjà une réponse. Vous avez des femmes avec des bébés au dos, sous le soleil, courbés, qui s'échinent à travailler du matin au soir. Alors, en termes de force et de résilience, je pense que c'est quelque chose que les femmes démontrent au quotidien. Aujourd'hui, avec le gouvernement béninois, les partenaires financiers, il y a 3 ans, accompagné plus de 30 structures d'accompagnement sur tout le territoire béninois, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Alors ces structures SAE accompagnent des entrepreneurs dans les différents territoires, que ce soit des entrepreneurs lettrés en langue française ou non. Et donc, en fonction du profil de l'entrepreneur, il y a des accompagnements adaptés. Et ces accompagnements vont jusqu'à sécuriser la sécurisation foncière pour que ces femmes-là puissent avoir les moyens nécessaires pour faire ce qu'elles font. Nous, à notre niveau, on appuie les femmes par 3 moyens. Nous avons l'appui de matériel, donc on aide les femmes à sécuriser du matériel pour travailler, pour produire ou pour faciliter leur process de production. Donc elles ont du matériel, on ne leur remet pas de l'argent physiquement, mais on les aide à acheter du matériel. Alors on aide également certaines femmes à accéder à des mécanismes financiers où elles remboursent ces fonds-là. C'est plus pour les femmes entrepreneurs avec un handicap. Elles remboursent ces fonds sans intérêt. Voilà à l'instant, je dirais l'élément qui plante un peu le décor, l'élément que vous annonciez. Que j'annonçais, donc que je n'ai pas pu annoncer, mais que la régie a été plus maligne que moi et l'a beaucoup plus vite annoncé. Je disais tantôt que notre invitée va nous rejoindre d'ici là, mais elle est déjà sur le plateau avec nous. C'est Madame Aimée Ogoumon. Bonjour, bienvenue sur ce plateau de Bonjour mesdames. Un plaisir de vous avoir avec nous. Plaisir partagé. Et vous êtes tombé comme un cheveu dans la soupe, on va dire. Vous avez suivi l'élément avec nous où on parle des problèmes de financement des entreprises, notamment des entreprises créées ou gérées par des femmes. Alors, parlez-nous un peu de la situation réelle sur le terrain. Merci pour cette opportunité de reparler de la situation des femmes. Il y a quelques chiffres déjà qui montrent que seulement 12% des entreprises créées par des femmes sont formalisées, et que 45% de ces femmes sont susceptibles de ne pas obtenir un financement pour diverses raisons. Pour des raisons d'ordre social, mais aussi par manque de formation et de compétences sur la gestion et par absence de garanties qui sont souvent demandées par les institutions de financement. Le fait de ne pas accéder à l'information ne permet pas aux femmes de pouvoir anticiper ou décider ou choisir encore les différentes options ou les différentes opportunités de financement qui sont dans l'écosystème entrepreneurial béninois. Il faut dire aussi qu'il y a une concentration des opportunités dans l'environnement urbain. Les femmes en milieu rural continuent d'avoir peur de s'approcher des institutions de financement, même d'ouvrir un compte d'épargne, et ne savent pas comment d'ailleurs s'y prendre. Donc voilà un peu la situation. Mais on a beaucoup d'initiatives qui se mettent en place pour non seulement apporter un accompagnement non financier, mais aussi des opportunités pour faire grandir les femmes, notamment celles qui sont formalisées. Mais quand vous parlez justement des opportunités, vous l'avez dit tantôt, hein, c'est le manque d'information. Oui. Quel est le mécanisme que vous mettez en place pour que les femmes rurales, et beaucoup plus celles qui n'ont pas été à l'école, puissent avoir accès à ces informations? Parce que c'est clair qu'il y a des opportunités qui existent aujourd'hui. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure. Alors, les médias sont la première opportunité que nous saisissons, les médias traditionnels, les radios, mais aussi une relation avec les élus locaux. Dans différents départements, nous travaillons avec les collectivités locales sur des programmes qui permettent d'aller jusqu'au niveau village, avec les chefs de village, pour créer ces 7 ans de formation et d'éducation. Donc, dans un premier temps, ce n'est pas toujours évident parce que la femme doit demander la permission à son mari pour venir à la formation. Et quand elle vient à la formation, ben, qu'est-ce qu'on lui apprend sur l'argent? Et elle va commencer par... Voilà. Donc, il y a toute cette éducation de la femme, mais aussi du dialogue époux-épouse sur
les enjeux de l'autonomisation financière de la femme et son impact sur le développement de la famille. Donc, on a eu des temps de débat où les hommes nous ont dit oui, nos femmes pas toute la journée avec vous, elles reviennent, elles ne font plus 3 repas par jour parce qu'elles sont à fond dans leur activité. Il y a des peurs des conjoints sur lesquels on est obligé de travailler pour que ce soit plutôt eux qui accompagnent ces femmes. On a vu des femmes dormir avec leur argent sous leur oreiller, le stress, et malheureusement l'argent a disparu ou l'argent a été mal utilisé, alors que ce sont elles qui nourrissent la plus grande partie de la population. Et avec un peu d'information et de capacitation, elles pourraient aller un peu plus loin et justement contribuer davantage au développement de notre pays. D'accord. Est-ce que, je tellement, la question a tellement piqué mon intérêt, est-ce qu'il y a des sensibilisations à l'endroit de ces hommes-là également et est-ce que ça porte un peu ses fruits? Alors, dans l'expérience que moi j'ai en milieu rural, on a ce qu'on appelle les exploitations familiales agricoles. Donc, forcément, on prend en compte et la femme, et l'homme, et les enfants. D'accord. Donc, dans un premier temps, l'expérience montre qu'il faut accompagner de façon séparée, il faut créer la confiance. Donc, il y a des groupes de femmes et il y a des groupes d'hommes qui vont être mis en place et qui vont être accompagnés sur leur activité économique, mais aussi sur l'éducation financière. Et puis, on va trouver des temps festifs, des temps un peu plus relax pour créer ces débats entre les deux parties. Absolument. Donc, on ne peut pas accompagner la femme et laisser l'homme, non, parce que les deux font la la belle paire. Totalement biaisée. C'est ça. Et vous aviez parlé aussi des questions de garantie quand il s'agit d'aller vers les banques pour faire des prêts. Et on sait que le problème principal pour les femmes, c'est l'accès à la terre. Aujourd'hui, l'État a réglé ce problème où la femme aussi a droit à la terre, droit à un héritage. Est-ce que de vos expériences sur le terrain, c'est réel, c'est effectif? Alors, c'est un processus. Vous savez, dans certaines cultures, peut-être la femme n'a pas droit à l'héritage ou autre, mais on a des contrées où les femmes sont propriétaires terrain et parfois sous couvert de leur époux. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement la terre qui peut être utilisée comme garantie. Il y a d'autres façons de travailler la garantie. Pour les entreprises en milieu rural qui sont très, très petites, je pense que le premier pas, c'est de réussir à les aider à créer un compte et de créer un historique au niveau de l'institution de microcrédit ou de banque afin qu'on puisse voir sa capacité. Voilà. C'est des femmes qui tournent parfois de grosses sommes, mais on ne s'en rend pas compte. Bah, c'est la culture. Hein. Avant, c'est ça. On cachait ça à la maison, voilà. etc. Et du coup, parfois, on les aide à tracer un outil sur le mur de la maison. D'accord. Dans la chambre où elle va tracer avec des codes le flux du montant pour se rendre compte. Et on va pouvoir lui expliquer si tu as la capacité d'épargner 100 000, 200 000, 50 000, la banque ou l'IMF est en confiance pour te prêter de grosses sommes. D'accord. Voilà. Donc, il y a cette éducation et il y a aussi la peur du taux d'intérêt, des délais qui ne sont pas, les délais de paiement qui ne sont pas toujours rythmés avec l'activité. Et c'est là toute l'importance de l'accompagnement dont parlait Oni tout à l'heure sur l'éducation, la maîtrise de la gestion, mais aussi l'accompagnement à obtenir effectivement un financement, puis à l'utiliser de façon efficiente sur le projet. Donc, c'est pour ça qu'il dit, on ne leur donne pas de l'argent, on les aide plutôt à acquérir le matériel ou les outils nécessaires pour développer leur activité. Venons-en globalement, hein, si Jennifer le permet, avec plaisir. À ces opportunités réelles sur le terrain, les projets qui accompagnent ces femmes. Ce n'est pas pour faire de la publicité, mais nous sommes là pour informer, parce que certaines ne le savent pas. Certaines entendent des noms sur le terrain, mais sont méfiantes, surtout de ces femmes. Se disent, je ne suis peut-être pas qualifiée, ce n'est pas pour tout le monde. Voilà. Je pense que le premier principe, c'est qu'il faut encourager les femmes à formaliser leur entreprise. Et c'est à partir de là qu'on peut saisir toutes les opportunités. Donc, aujourd'hui au Bénin, il y a plusieurs acteurs qui interviennent. La Banque africaine de développement, la CDC. La CDC qui est la caisse oui, c'est ça. Et la FNDA, c'est le Fonds pour le développement agricole. Donc, il est ouvert aux femmes aussi. Et puis, l'année dernière, jusqu'à cette année, il y a eu IFEV, c'est un fonds pour l'entrepreneuriat en Afrique et qui a permis à plusieurs femmes d'obtenir des subventions et des financements, des prêts
à taux zéro pour faire progresser leur activité. Et puis en novembre, on a vu que pour atteindre les objectifs des ODD et les objectifs à 2030, il y a eu le projet dont j'écris le nom, WIDAF, qui a été mis en place avec le gouvernement, la Banque de développement, mais aussi la CDC, pour permettre aux femmes de pouvoir obtenir un appui financier nécessaire pour accroître leur activité. Donc, il y a plusieurs initiatives et ça, c'est vraiment urbain et entreprise formelle. Après, il y a des projets de l'ordre des structures, des partenaires techniques et financiers, des programmes que mettent en place la structure que je connais le plus, qui est Sens Bénin, qui vont accompagner l'éducation financière des femmes avec des fonds privés. C'est-à-dire que des privés acceptent d'accompagner l'éducation financière des femmes en relation avec des banques. Donc, progressivement, elles vont comprendre comment ça fonctionne et aller vers ces banques. Est-ce qu'il y a, je dirais, un lien, si je puis l'appeler comme ça, entre toutes ces structures-là, très, très disponibles, et peut-être le public, le gouvernement? Est-ce qu'il y a une corrélation entre tous ces projets? Je pense qu'il y a un plan de développement qui réunit tout le monde, qui crée le cadre d'appui stratégique aux PME aujourd'hui, qui a été récemment validé, qui a beaucoup d'objectifs de développement qui font le lien entre ces structures-là. Il y a la plateforme qui a été mise en place par l'aide des PME pour permettre aux entrepreneurs en temps réel de saisir des opportunités de financement sur cette plateforme-là. Donc, je pense que les entrepreneurs devraient sortir un peu la tête du guidon et aller vers l'information, ne serait-ce que même taper sur son téléphone, accès au financement, opportunités. Tout le monde n'est pas lettré, hein, comme je le disais hier. Et c'est le rôle des médias aussi d'encourager les femmes à aller vers ces guichets-là. On commence à le faire déjà. Oui, justement, on en est là. Exactement, c'est ce qui justifie votre présence à nos côtés ce matin. C'est ça. Mais il y a beaucoup de structures d'appui à l'entrepreneuriat. Hier, on nous parlait de la CCIB. De la CCIB joue un grand rôle, un rôle catalyseur et d'accès à l'information, mais aussi de promotion de l'entrepreneuriat féminin. On a plusieurs autres programmes soutenus par des partenaires comme la GIZ, etc., qui vont vers les communautés, Helvetas dans le Nord, qui soutiennent vraiment les activités économiques des femmes pour s'assurer que justement ce vivier qui est le poumon de notre économie puisse saisir des opportunités. D'accord. Alors, merci Ghislaine déjà pour le sujet. Il intéresse, je suis sûre qu'il y a des... vous savez, toutes les femmes qui ont des projets, qui ont des initiatives vous écoutent, mais il y a aussi ces dames-là qui ont peut-être du potentiel, mais qui ne sont pas lettrées. Comme je le disais, comment un proche, un enfant peut-être, une nièce pourrait les accompagner et être sûr que cela va marcher? Je pense que traditionnellement, quand on démarre une entreprise, on met un peu de son économie, la famille donne un peu, on vend aux proches. C'est déjà le premier geste de soutenir l'activité de nos proches. Acheter local. Consommer local, c'est financer. Consommer local, c'est financer l'entreprise béninoise. Et 80% des entreprises que moi j'accompagne sont portées par des femmes. D'accord. Des femmes très braves, très résilientes, qui ne demandent qu'à être porteuses. Voilà, donc je pense que c'est déjà le premier pas. Ensuite, ceux qui sont dans le métier comme moi doivent pouvoir leur montrer les outils de base. Les outils de base. Quels sont ces outils? Alors, simplement, ne serait-ce qu'un tableau qui trace les entrées et les sorties. D'accord. Simplement, la maîtrise du calcul de coût avant de fixer son prix. Donc, tout ça, il faut une formation? Oui, il faut une formation. Il faut aller vers l'information ou il faut oser s'inscrire aux différents programmes et projets. C'est toujours important. On a tendance à ne pas à apprécier la valeur du qualitatif, mais c'est le qualitatif qui va créer le quantitatif ensuite. Donc franchement, je pense qu'il y a 3 choses qu'on peut faire dans notre petit nouveau. C'est préférer local. À chaque fois qu'on veut offrir un cadeau pour une naissance, achetons du savon local. À chaque fois qu'on veut faire une fête, préférons du local. C'est notre façon de financer la trésorerie des entreprises. Et quand nous avons l'information, il faut la partager, il ne faut pas la garder pour soi. Parce que plus on est nombreux à être épanouis, plus voilà, la mayonnaise du développement va prendre.
Voilà. C'est d'où aussi l'importance des coopératives. Absolument, Au sein de nos communautés. Oui. Et donc, nous, les femmes, on a pour l'habitude de cacher nos économies. Absolument, comme on l'a dit, c'est culturel. Mais il paraît que le plus riche, ou je dirais la plus riche personne au Bénin est une femme. Vous le confirmez? Moi, j'y crois. Il faut que je regarde les statistiques. Peut-être qu'elle-même s'ignore. Peut-être, exactement. Parce qu'il y a nos grands-mères au village qui continuent de compter l'argent avec les graines de maïs et de haricots. Vous leur parlez de banque, c'est compliqué. Hein? Alors, Madame Ogoumou, aujourd'hui, un appel. Alors, moi, j'ai envie de parler déjà aux femmes elles-mêmes d'abord. Je pense qu'on est capable de faire des choses incroyables. On est capable de transformer peu en grand. Et à partir de ce moment, on doit aller renforcer ce leadership en nous, cette capacité en nous de faire bouger les choses. Et ensuite, j'ai envie de dire que le Bénin bouge et l'écosystème entrepreneurial est dynamique. Et tout ce que font les chambres de commerce du Bénin, l'ADPME, toutes ces institutions, on devrait pouvoir trouver plus de cohérence. Tout à fait. Plus de cohérence et une descente vers les départements les plus loin de Cotonou pour toucher et impacter plus. On devrait pouvoir aussi encourager et mettre en priorité la production locale. Que ce soit dans les marchés institutionnels, que ce soit dans nos entreprises et institutions. Là, c'est le moyen le plus puissant, à part les subventions et les financements, de privilégier la production locale de qualité, parce qu'autour, on va soutenir, mais on va veiller à la qualité. Ça, c'est mes deux cris de cœur. Merci beaucoup. Et merci Ghislaine pour le sujet, il est d'intérêt. On va peut-être en reparler une autre fois. Toutes les femmes se sentent concernées. Il faut qu'on revienne régulièrement sur ce genre de sujet pour que le Bénin continue de se mouvoir. De bouger, comme elle l'a dit. Positivement et paisiblement. Absolument. Merci. Paisiblement. Merci à vous, Jennifer. Madame Goumon, merci beaucoup d'être venue. On vous encourage dans vos formations. Et si vous avez des propositions, n'hésitez pas. Ghislaine, elle est l'ambassadrice, du consommation local. Du consommation local et des femmes sur... Je porte parole des femmes. C'est bien, c'est bon à savoir. Donc, on va désormais collaborer ensemble. On va travailler en symbiose. On doit se donner la main. Merci beaucoup, voilà. C'est moi. Merci à vous, Ghislaine. C'était un plaisir de finir, je dirais, cette émission en beauté parce que oui, c'est déjà la fin. On rend l'antenne, chers téléspectateurs. Merci d'avoir été avec nous pendant tout au long de cette émission. On se retrouve demain, toujours avec le même plaisir. Bye. Ah d'accord, c'est sûr que tu as dû avoir des aventures intéressantes à Grand Popo que tu ne nous racontes pas. Tu vois? Ah, sur les lages des côtes de l'Atlantique. Monsieur